Yo, pour une fois, ça date pas. Alors, on est un peu dans un mood de type, pourquoi est-ce qu'on se lève en fait? Genre il fait moche, le printemps c'est comment? Mais c'est pas grave, parce que, ouais, pour une fois du coup, ça date pas. Incroyable, genre qu'est-ce qui nous arrive? On n'est pas habitués, je veux dire, toi et moi, de se retrouver comme ça aussi souvent. Est-ce qu'on commencerait à être un peu, genre, constant? Je sais pas, mais en tout cas, on est hal. Et on va parler livres. Et on va commencer sans plus tarder parce que voilà, je t'ai dit, journée, faut agir. On agit. Premier livre, ça commence pas très bien. Avec, pardon, genre vraiment pardon, parce que je sais combien ce livre est aimé. Le Chant d'Achille de Madeline Miller qui est édité chez Pocket. Je t'en parle très vite fait, bien que je pense que tu en aies déjà entendu parler. On va donc suivre dans cette histoire Patrocle, qui va être envoyé en exil, qui va se retrouver dans le palais du père d'Achille et il va donc faire la rencontre d'Achille, pour qui il va avoir une fascination complètement débordante. Il va lui vouer, on est quasiment à la limite en fait de l'adoration, quoi. C'est vraiment très intense ce qu'il ressent pour Achille. Ils vont se lier d'amitié, etc. Et puis la guerre de Troie, que va-t-il leur arriver? Oh mon Dieu, est-ce de l'amitié? Quel est ce lien qui les unit? Voilà. Alors, je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a beaucoup. Quand je te dis j'ai pas trop aimé, c'est pas vrai, j'ai passé un agréable moment. Mais on va y venir. Les points positifs, c'est toujours avec Madeline Miller, sa plume, sa qualité d'écriture qui est très fluide, très simple et très belle. Elle est, je trouve, toujours vraiment juste dans le choix de ses mots, de ses métaphores, de ses images. Enfin voilà, moi j'avais lu Circé en premier et j'étais très contente de retrouver sa plume parce qu'elle est toujours aussi belle et aussi agréable à lire. On est toujours sur un récit mythologique, c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose, encore une fois, que Madeline Miller fait très bien. Vraiment, je comprends pourquoi ce livre a eu autant de succès, je comprends qu'il ait plu. Moi, je ne suis juste pas rentrée dans l'histoire. Je suis pas rentrée dans l'histoire déjà parce que les personnages m'ont gonflé. Pardon, parce que je sais que c'est le livre préféré de plein de gens et je sais combien c'est frustrant quand quelqu'un n'aime pas un livre qui nous a profondément touchés, mais je me suis pas attachée au personnage en fait et je suis restée très extérieure au roman, genre vraiment, j'ai pas été impliquée. Ah, honnêtement, j'ai trouvé Patrocle presque un poil chiant. Il m'a un peu tendu le bonhomme alors que, soit, il a le droit d'être comme ça. Achille, j'ai pas accroché du tout. Je l'ai trouvé froid, je l'ai trouvé à la limite arrogant, je l'ai trouvé vraiment antipathique. Enfin voilà, je pense qu'en fait c'était peut-être juste pas le bon moment pour moi d'entamer cette lecture. Que peut-être que si je l'avais lu avant de lire Circé, j'aurais eu un autre regard dessus. Et en fait je pense qu'il y a aussi un côté où tout le monde en a tellement parlé que, étant donné que j'ai aimé Circé, je me suis dit bah forcément je vais aimer le Chant d'Achille et... Encore une fois, je n'ai pas aimé. On n'est pas sur une mauvaise lecture. Genre, je pense que je lui ai mis 3 étoiles sur 5. C'est pas mauvais. Mais voilà, il a juste pas résonné chez moi. Et je suis très contente qu'il trouve plein de résonance chez plein de gens. C'est pour autant une lecture que je recommanderais assez facilement parce que je trouve qu'elle met en avant des sujets importants, qu'elle le fait bien, que, encore une fois, c'est fluide, ça se lit très vite. On a envie de savoir, je te dis, moi, le seul point négatif, enfin, le gros point négatif du moins, ça a été que je suis restée très extérieure. Genre, vraiment, j'ai tout lu de très loin, avec une grosse distance, et donc j'ai pas été impliquée émotionnellement à aucun moment dans ce récit-là. Donc voilà, désolé Madeleine, mais cette fois ça n'aura pas fonctionné pour moi. Deuxième lecture, j'ai lu absolument pas Les Échelles du Levant, j'ai pris le mauvais livre. Non mais madame, il s'agirait de se concentrer quand même, parce que bon, voilà, c'est ça que j'ai lu, c'est Le Rocher de Tanios d'Amin Mahalouf. Pour ma défense, ils se ressemblent, mais bref. Et là aussi, on reste sur un roman un peu mitigé. Pareil, pas du tout un mauvais roman. Là aussi, quel plaisir de retrouver Monsieur Mahalouf. Je pense que je t'en parle dans chaque vidéo, mais j'aime tellement la sensibilité de ses écrits. Mais c'est vrai que là aussi, je suis malheureusement restée très extérieure au roman. Il y a des romans, ouais, comme je te disais, qui résonnent, et il y en a que tu lis avec plus de détachement, et là, ça a été encore le cas pour ce roman-là. Le Rocher de Tanios, c'est l'histoire fictive d'un village du 19e siècle au Liban. Alors,
Je crois qu'il n'est jamais fait mention vraiment du Liban, mais moi en tout cas je l'ai vu au Liban du début à la fin. Et ça démarre en fait d'une légende dans ce village, qui est la légende du rocher de Tanios. La première phrase c'est d'ailleurs: dans le village où je suis née, les rochers ont un nom. Et le nom de ce rocher-là, c'est le rocher de Tanios. Et il paraîtrait que si on s'y assoit, on disparaît. Et de là, en fait, va nous être contée l'histoire de Tanios, qui il a été, sa vie, d'où il vient, où il est allé, pourquoi il y est allé, quel chemin il a choisi de prendre, quel chemin il a pris malgré lui. Voilà, c'est un roman de vie, c'est quelque chose qu'Amin Maalouf fait à la perfection. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, genre... Je crois que vraiment, je vais te le dire à chaque fois, mais le style de cet écrivain me touche, mais tellement je le trouve exquis. Enfin, moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment ma came pour le coup. Mais voilà, c'est un roman où j'ai pris plus de plaisir à rencontrer la plume, à rencontrer le style, qu'à rencontrer les personnages. Là aussi, je les ai trouvés très intéressants, c'est toujours très bien construit. Les liens sociaux, les liens familiaux, la construction identitaire et la quête identitaire sont des choses qui chez Amin Maalouf sont extrêmement présentes et sont toujours faites, encore une fois, de manière grandiose. Et là, c'est le cas. On a toutes ces questions, du coup, comme je viens de te dire, d'identité, de recherche de soi, de recherche de qui on veut être au-delà de qui on est, mêlé à quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a toujours, de toute façon, je trouve chez Amin Maalouf une résonance plus grande que le simple personnage. Ça va toujours être mêlé à de la politique, à des rencontres / des conflits socio-culturels. Enfin, il y a toujours quelque chose qui résonne au-delà en fait du personnage principal, et là on est complètement dans cet ordre-là. Et pour ça, ça a été un plaisir. C'est vrai que l'histoire en elle-même, moi, elle m'a pas transcendée du tout. Mais voilà, là aussi, roman duquel je suis restée très extérieure, mais très plaisant. Et de toute façon, Amin Maalouf, moi je le recommande absolument à n'importe qui, et je suis sûre n'importe lequel de ses romans me ferait le même effet, quoi qu'il arrive. Sa plume, c'est un peu ma comfort zone, quoi. J'adore. Ensuite, on va passer sur un tout petit livre. C'est donc L'inondation de Evgueni Zamyatin, qui est une nouvelle russe. Et moi, j'aime pas les nouvelles. Alors, je ne suis pas totalement fermée aux nouvelles, c'est juste que moi, j'aime qu'on prenne le temps de m'installer dans une ambiance, de me présenter un décor. J'ai peur de manquer, en fait, de fermer le livre et d'être en mode « c'est tout ». Et heureusement que j'ai ouvert ce petit livre, parce que quelle claque. Je vais essayer de te donner envie de le lire en t'en disant le moins possible, parce que toute l'intelligence pour moi de ce roman réside dans l'effet de... J'ai pas envie de dire de surprise, mais dans ces moments où tu comprends de quoi on parle réellement. C'est beaucoup de métaphores. On est vraiment dans de la littérature russe. On est dans cette écriture houleuse, torturée, avec des métaphores qui sont à la fois très simples et très complexes, et ces récits qui t'emmènent là où on s'attend pas à ce qu'on t'emmène. Enfin voilà, je te dis, je sais pas trop quoi t'en dire, parce que c'est un roman très très court et que j'ai peur d'en dire trop. On va suivre ce couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, et c'est le point principal, c'est juste le point de départ. Moi, j'y ai vu une métaphore et une analyse du sentiment de haine d'une manière extrêmement pointilleuse, de la naissance de cette colère, de cette haine, de comment elle nous ronge et de ce qu'elle pousse à faire. Le titre est d'une justesse absolue. Il n'aurait pas pu trouver meilleur titre que ça, parce que l'inondation, c'est absolument... C'est ça pour tout, en fait. C'est, comme je te disais, l'inondation de la haine, de la colère. Il y a un rapport aux règles, au corps de la femme, aux menstruations, à cette inondation-là qui peut être destructrice. Il y a beaucoup d'allusions au fluide, au liquide. L'inondation, c'est l'un des titres les mieux choisis que j'ai rencontrés de ma vie. Et tout comme l'idée qu'on se fait d'une inondation, on sent le truc monter, on sent la chose arriver. Et puis quand elle survient pour de bon, elle est encore plus intense que ce qu'on aurait imaginé. Donc on se fait emporter. Donc on tente de ne pas se noyer, de ne pas sombrer. Voilà, je veux pas en dire trop, parce que vraiment, comme je t'ai dit, tout petit roman, et il faut plonger dedans. Il faut accueillir cette inondation-là et avoir envie de s'y confronter. Mais purée, c'était brillant. J'ai refermé le livre et j'étais genre... Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de me prendre une claque. Enfin, de toute façon, t'as compris. J'ai adoré. J'ai absolument adoré ce petit roman-là.
Pour finir, dernier roman et pas des moindres, j'ai lu Vita Nostra, qui est le premier volet d'un cycle qui s'appelle Les Métamorphoses et qui est proposé par un couple d'écrivains qui s'appelle Marina et Sergei Diatchenko et qui est édité chez La Talente. Vita Nostra, c'est complexe, c'est intense, c'est déroutant. Je vais essayer de te dire vite fait de quoi ça parle, mais là aussi je pense que c'est le genre de roman où il faut pas trop en savoir. Je pense qu'on est amené à très vite se sentir assez connecté au personnage principal, qui est une jeune fille de 16-17 ans qui s'appelle Sacha. Et ça vaut le coup pour moi de découvrir ce roman comme elle découvre les différentes étapes de cet apprentissage et de cette initiation presque. Donc Sacha est une jeune fille qui vit seule avec sa maman. Elles partent en vacances en Crimée, au bord de la mer. Donc là aussi, on est sur de la littérature russe, au cas où si tu n'avais pas compris. Et Sacha va faire la rencontre d'un homme étrange qui la suit, qui l'observe avec insistance plusieurs jours de suite. Il finit par l'interpeller et lui donner une espèce de mission. Il va lui ordonner, en fait, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, d'aller toutes les nuits à une heure précise, je crois que c'est 2h ou 4h du matin, peu importe, mais d'aller près de l'eau, de se mettre nue, de nager jusqu'à une bouée, de revenir et de rentrer chez elle comme si de rien. Sacha va naturellement prendre peur, elle va se dire que ce mec est un gros taré et qu'il veut lui faire du mal. Et en fait, elle va se rendre compte que quand elle ne lui obéit pas, il y a des conséquences. Donc, elle va se plier à ses exigences, qui sont en fait une espèce de test de passage, d'examen d'entrée, et qui vont la mener dans un institut très bizarre qui s'appelle l'Institut des technologies spéciales, qui est situé dans une petite ville paumée qui s'appelle Torpa, où elle va entrer en tant qu'étudiante de première année. Pour faire simple, dans cet institut, elle va donc être confrontée à une forme d'enseignement très particulière, qui est basée sur le mental et les capacités mentales. En gros, moi qui aime bien les systèmes de magie plutôt recherchés, qui changent, là on est complètement dedans, c'est très intelligemment construit, je trouve, le système de magie, l'approche pour y accéder et pour ne serait-ce que comprendre quel est-il et l'impact qu'il va avoir sur la vie de ses étudiants. Mais c'était très intéressant, c'était assez complexe. Je pense que c'est le genre de roman qui mérite d'être relu, parce que je l'ai refermé en sachant pas si j'avais justement tout compris ou si au contraire j'avais rien compris du tout. Moi j'aime qu'on me laisse un peu dans ces atmosphères-là. Pour te parler d'ailleurs vite fait de l'atmosphère, elle est extrêmement bien construite. Là aussi, on est plongé dans l'ambiance à fond, on sent ce côté très russe en fait. Pour le coup, là on est dans quelque chose de très intriguant, de très prenant, de très pesant aussi par moments, parce que ce que ces élèves traversent, c'est dur physiquement, c'est dur intellectuellement et c'est par-dessus tout dur psychologiquement dans la déconstruction de qui l'on est. C'est dur et encore une fois c'est très intelligent. Et du coup c'est pour ça que je te disais que je pense que c'est un roman qui vaut le coup d'être relu, c'est parce que pour moi il y a tellement de niveaux d'interprétation différents derrière. Le rythme du roman y est aussi pour beaucoup. On est sur des découpes chronologiques qui sont assez saccadées, le temps est assez morcelé, l'écriture elle-même l'est assez. On a des phrases plutôt courtes qui s'enchaînent, le rythme est très intéressant et il participe complètement à l'ambiance du roman. Et vraiment, j'ai pas envie là non plus de t'en dire trop parce que c'est un roman qui nous invite en fait à vivre cette métamorphose en même temps que ses étudiants, en même temps principalement que Sacha, à rencontrer du coup les obstacles qu'elle rencontre, à traverser avec elle ses craintes, ses appréhensions, ses remises en question et cette transformation. Oui, on est purement dans de la métamorphose, dans de la transformation. Et vraiment mention spéciale pour le système de magie qui laisse une liberté d'interprétation. Ça ouvre vraiment à plein d'études et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des analyses un peu poussées de ce livre-là parce que il offre vraiment cette possibilité-là, quoi. Je pense que j'ai été encore une fois un peu décousue, mais c'est vrai que quand un livre m'intrigue, quand un livre me happe, et pour des raisons qui me sont un peu floues parfois, j'ai un peu plus de mal à en parler parce que voilà, c'est un peu plus flou. Et c'est le genre de livre, je pense, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais qui en tout cas ne laisse pas indifférent parce qu'il est très particulier, il est très singulier et moi il m'a embarqué quoi. Je l'ai lu vraiment très rapidement et encore une fois le rythme y est pour beaucoup parce qu'on est embarqué tout le temps comme ça dans l'avancée du récit. Et vraiment c'était top. Je l'ai fini hier donc je suis encore un peu à moitié dedans et je pense que ça vaudra le coup presque que j'en reparle ou du moins que je me repenche dessus à tête plus refroidie. Mais je sais que je le relirai un jour et
Et je prendrai beaucoup de plaisir à le relire en sachant où est-ce qu'on va, mais du coup en étant beaucoup plus ouverte à tous les petits détails cachés et tous les doubles sens peut-être dont j'ai pas encore saisi la portée et l'importance. Et voilà, on va finir là-dessus. C'était tout pour ce petit point lecture. Et j'espère encore une fois que ce moment en ma compagnie t'a plu, que tu m'en veux pas de pas avoir adoré le chant d'Achille. J'espère te retrouver dans pas trop longtemps. Et d'ici là, encore une fois, prends soin de toi.